Bonjour à tous et bienvenue. On attend encore quelques personnes là, qui ne sont pas arrivées, mais on débute, hein, toutefois, parce qu'il faut qu'on respecte le timing. Merci de votre présence à tous pour cette journée de conférence. C'est la première conférence Eurolarge depuis le rapprochement qu'a effectué Eurolarge Innovation avec Bretagne Développement Innovation. Je vous en parlerai un petit peu plus tard à la suite, là. Et puis c'est aussi la dernière conférence qu'on organisera cette année, donc pour l'année 2017. Donc moi je suis Carole Bourlon, je suis responsable d'Eurolarge Innovation. Je connais beaucoup d'entre vous, certains pas encore. Je vous invite à venir me voir si vous le souhaitez au moment des pauses. Et n'hésitez pas à prendre contact avec moi par ailleurs si vous avez besoin d'échanges. Je serai disponible pour passer un moment avec vous. Alors, quelques mots sur Eurolarge Innovation pour ceux qui ne connaissent pas encore bien qui nous sommes. Nous sommes donc portés par la région Bretagne, hein, qui en a fait une de ses priorités. Tout ce qui est filière technologique de la voile de compétition est une des priorités aujourd'hui de la région Bretagne, parce que c'est considéré comme étant un driver de haute technologie embarqué et qui vient diffuser dans le reste de l'économie et dans de nombreux secteurs d'activité. Voilà, et c'est aussi un des moteurs du rayonnement de la Bretagne en France et à l'international. Nous avons également comme financeur Lorient Agglomération, nous remercions. Alors, les missions d'Eurolarge, c'est d'accompagner le montage de projets innovants et les démarches de diversification ou d'internationalisation des entreprises. Nous sommes là également pour valoriser les savoir-faire des entreprises et de nos adhérents, parce que nous fonctionnons sur un principe d'adhésion. Et puis pour les conférences, nous accueillons aussi les gens qui souhaitent participer à ces journées. Et puis nous mettons en réseau tous les acteurs de la filière. Alors, les prochaines actions que nous aurons d'ici fin 2017, c'est nous emmènerons une délégation d'entreprises au Yacht Racing Forum à Aarhus, au Danemark, et le forum mondial, un petit peu le Davos de la voile de compétition. Voilà, nous, on va emmener donc une délégation d'entreprises là-bas pour exposer. On est en cours de finalisation d'une étude du poids économique de la filière voile de compétition en Bretagne. Bon nombre d'entre vous, d'ailleurs, y ont répondu et je les en remercie. Voilà. On aura également des temps forts au nautique, mais vous serez informés un petit peu plus tard dans les semaines qui viennent. Voilà. Aujourd'hui, on va traiter donc d'une conférence qui concerne la production additive et l'impression 3D, les usages pour la voile de compétition. Vous êtes plus d'une centaine de participants inscrits aujourd'hui et je vous en remercie. Nous allons avoir à peu près 7 heures pour échanger et approfondir de nombreux sujets avec 11 intervenants. Et je remercie donc tous nos partenaires sur cette conférence, Lorient et la région Bretagne, la Cité de la Voile Éric Tabarly qui nous accueille, on les remercie dans ce magnifique auditorium, Lorient Technopole, le pôle EMC2, le CRT Morlaix et le plateau technique Compositique UBS avec qui nous travaillons. Je remercie évidemment Bretagne Développement Innovation qui porte Eurolarge. Et puis merci également à tous nos intervenants qui ont accepté de venir présenter aujourd'hui leur expertise. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je laisse la place à Pierre-Yves Lautroux qui est notre animateur depuis toujours. Voilà, je lui passe le micro. Presque depuis toujours. On peut applaudir Carole. Merci bien. Donc, comme l'a dit Carole, 7 heures, il y aura quelques petites pauses quand même, pour s'intéresser à la fabrication additive et à l'impression 3D et aux usages qu'on peut en tirer, nous, dans la voile de compétition. Vous allez voir qu'en fait, il y a quelques équipes dans la salle, donc c'est un signe. Vous allez voir que c'est relativement peu diffusé dans la voile de compétition. C'est un sujet assez à la mode, qui intéresse beaucoup de gens, que d'autres filières ont déjà beaucoup développé. Et donc, on va vraiment pouvoir profiter et bénéficier des expériences et des retours d'expérience et de l'expertise des spécialistes qui travaillent déjà cette thématique-là dans les autres filières. Alors on va commencer par un petit panorama
pour ceux qui connaissent encore mal cette technologie, comme moi. Et c'est Yves Groins qui est le responsable de Compositic, qui est c'est un peu notre rockstar local en matière de fabrication additive. Si. Et vous allez souvent entendre parler du plateau Compositic. C'est Yves Groins qui va commencer par un état de l'art et les opportunités de la fabrication, des technologies de fabrication additive. Yves, c'est à vous. Merci d'être là et merci. Hop, faut que je sois plus près, d'accord. Donc, je suis ravi d'être là pour vous présenter alors ce qu'on m'a demandé, un panorama sur les techniques de fabrication additive. Alors bon, le risque dans ce genre d'introduction, c'est de faire un peu catalogue de la redoute. Donc, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un peu varié avec un peu de techno, un peu voilà des enjeux et puis la vision un peu de ces filières au plan national et régional. Voilà, je vais mixer un petit peu tout ça. Alors déjà, la fabrication additive, de quoi on parle? On va reprendre, comme tout le monde le fait, j'imagine, quand on ne sait pas de quoi ça parle, on va sur Wikipédia. Donc, vous avez des procédés de fabrication additive. Donc, en fait, on fait des ajouts de matière plutôt que des soustractions de matière, ce qu'on fait classiquement par de l'usinage ou d'autres technos. Et puis, alors, j'aime bien le terme un peu désuet assisté par ordinateur. Bon, ça veut dire finalement que toute la chaîne numérique en amont de la fabrication additive a aussi une importance toute particulière. Et on en reparlera un tout petit peu dans ces développements et dans ces nouvelles technologies. Alors ici, effectivement, des applications ou des technos dont vous allez entendre parler, avec, je dirais, deux grands panoramas, hein, si on regarde un peu la journée. Des problématiques sur la partie métallique, et vous allez voir des conférences, on va voir que la partie métallique finalement est beaucoup plus avancée, beaucoup plus mature que d'autres parties, notamment que la partie composite, en tout cas quand on parle notamment de la partie impression 3D. Je vais me focaliser sur cette partie-là, sur la partie plutôt composite finalement de la fabrication additive, au sens large, depuis une imprimante 3D jusqu'à un robot tel que vous pouvez le voir ici. Sur la partie plus applicative, vous aurez des conférences à suivre. Donc finalement, je fais une espèce d'introduction à la suite. Alors, quand on parle composite, finalement, on est sur de la fabrication additive depuis toujours. Alors, j'espère que je vais vexer personne sur des technos qui ne sont absolument pas automatisés. Il y en a bien sûr qui existent et qui sont plus automatisés que celle-là, mais bon, on ajoute de la matière sur de la matière, on fait des plis, on fait des couches. C'est effectivement typiquement ce qu'est le matériau composite. Donc, la notion d'additivité, elle est là. Par contre, la notion d'automatisation, effectivement, il y a pas mal de choses à revoir. Et finalement, dans ces process tels que je vais vous les présenter et d'autres vont vous amener sur des parties applicatives, on va essayer d'automatiser ces problématiques-là, les contrôler et encore une fois faire le lien avec toute la chaîne numérique de conception en amont. Le challenge, en tout cas dans ces technologies-là, se situe vraiment ici. Alors Compositic, juste pour en dire deux mots, puisque j'en suis le responsable, il y a des ingénieurs qui sont là si vous voulez discuter avec eux. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On fait de la prestation, hein, typiquement. On va faire du transfert de technologie sur des programmes de R&D, vous en verrez un certain nombre aussi aujourd'hui. Et puis de la formation aussi aux besoins sur de la mise en œuvre finalement de technologies qui sont quand même relativement coûteuses, assez poussées, où il faut des compétences. Finalement, on va aider des industriels qui peuvent s'y intéresser à commencer à fabriquer des pièces, à réfléchir en fait à ces technologies de fabrication pour ensuite potentiellement les transposer chez eux. Donc ça c'est le rôle, je dirais, de ce plateau technique qui appartient en fait à l'université de Bretagne Sud. Alors voilà des choses qui peuvent être faites et c'est plutôt, alors c'est très local, hein, vous pouvez extrapoler ça un peu partout, des pièces qui sont finalement en lien avec l'aspect maritime de l'Orient, c'est assez normal. Et finalement, s'il y a deux choses à retenir, finalement sur les questions qu'on voit apparaître tous les jours, c'est un besoin de prototype fonctionnel. Alors qu'est-ce qu'on entend par prototype fonctionnel? Un prototype, c'est une chose qui va être faite de manière unique ou quelques pièces, et fonctionnel, ça veut dire qu'on souhaite en tester des fonctions. Alors quand on parle d'impression 3D aujourd'hui, on y reviendra, les premières fonctions, c'est de vérifier des formes, des dimensions. On va essayer de valider en 3D, là où finalement l'aspect numérique des fois peut manquer. On va faire des maquettes. Aujourd'hui, on va plus loin que la maquette et ce qu'on veut, c'est tester quelques pièces, c'est-à-dire voir si ces pièces peuvent répondre aujourd'hui à un cahier des charges. Pas forcément 100% du cahier des charges, mais un certain pourcentage du cahier des charges suffisant pour voir si finalement on a envie d'aller dans ces technologies ou même si on a envie d'investir finalement dans des outils qui vont permettre de valider
valider un certain nombre de matériaux ou autres. Ou alors, on va essayer de produire de la petite série. Alors, par petite série, j'entends entre 10 et 1000 pièces par an. D'accord, donc on peut, petite série, 1000 pièces, c'est encore de la petite série. Quand on est dans de la grande série, de toute façon, l'automatisation, aujourd'hui, je pense que vous êtes tous conscients que ça pose aucun problème. En tout cas, la question ne se pose pas. On ira vers des systèmes automatisés. Quand on est vers de la petite série, il y a toujours une question qui peut se poser entre manuel ici ou ailleurs. Et si j'automatise, qui est-ce qui me garantit que je vais avoir un retour sur investissement intéressant? Donc il y a effectivement une problématique autour de ce que peut être finalement une petite série et un prototype qui va permettre, encore une fois, de valider un cahier des charges. Donc effectivement, la fabrication additive est extrêmement intéressante pour ce genre d'application. Alors, quand on regarde, et je pense que c'est un des problèmes pour pas mal d'entre vous qui peuvent s'intéresser de près ou de loin finalement à ces nouvelles technologies, c'est que quand vous allez regarder aujourd'hui sur Internet ou vous allez à n'importe quel forum qui parle de ça, c'est que vous allez voir apparaître un nombre de technologies complètement surréalistes avec les trucs les plus fous. Vous allez dans tous les Fab Labs qui sont dans toutes les villes, voire dans certains villages aujourd'hui, même ne serait-ce qu'en région Bretagne, chacun va utiliser finalement des outils plus ou moins divers, plus ou moins chers, plus ou moins élaborés, et vous allez en trouver voilà, des choses complètement folles sur Internet, sur YouTube, sur ce que vous voulez, qui vont vous montrer qu'on peut imprimer dans l'espace des structures sans même de soutien. C'est assez surréaliste. Vous avez peut-être vu à Nantes une maison qui était imprimée en 3D depuis quelques jours, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Enfin voilà, donc on peut imaginer transposer ces technologies à pas mal de choses. Le seul problème, c'est que c'est une jungle. C'est vraiment une jungle absolue dans laquelle vous avez des projets en Kickstarter, des projets très sérieux faire par des entreprises. Enfin, vous avez énormément de choses. Donc, il faut essayer d'y voir un peu clair dans ce genre de choses. Donc, il y a une veille extrêmement importante à faire sur ce genre de système. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est finalement aujourd'hui comment se situe la fabrication additive en France. Donc, il y a une étude qui a été faite l'an passé, qui est assez intéressante pour voir un peu, premièrement, les grands pôles et puis les questions qui se posent. Deuxièmement, on va regarder un peu les technologies de fabrication additive composite et quelles sont leurs voies d'évolution, état de l'art et puis potentiellement futur. Et puis quelques mots sur la chaîne numérique et voir les points qui manquent aujourd'hui et les points sur lesquels beaucoup de gens travaillent pour améliorer cette chaîne numérique de conception. Alors, voilà une étude qui a été faite par des instituts Carnot, enfin peu importe, une des multistrates de toutes les couches d'innovation en France, et qui regarde au travers du prisme finalement plutôt des centres techniques qui ont des liens finalement avec ces instituts Carnot, et c'est pour ça que vous avez un grand vide ici en Bretagne, et c'est aussi un prisme de lecture, vous allez le voir, qui est très très métallique, parce que l'ensemble de ces structures qui sont repérées ici en France traitent du métallique. C'est ce que vous allez voir ici. Donc, en gros, 100% des structures que vous avez vues sur la carte qui ont été questionnées travaillent ou ont des projets sur la partie métallique. La partie métallique est très demandée. Il y a des pièces aujourd'hui qui volent sur des avions qui sont imprimés en métallique. Donc, c'est quand même un point de vue très intéressant. Et vous avez voilà, d'ensemble ou pas mal de métaux qui sont imprimables aujourd'hui. C'est des technologies, on va dire, qui, bien sûr, il y a beaucoup d'innovations encore à y apporter, mais qui sont relativement matures, encore une fois, au point d'avoir des pièces opérationnelles qui volent ou qui naviguent ou autres. La partie polymère et composite, polymère ou céramique ici, mais en tout cas polymère et composite ici et céramique là, sont beaucoup moins travaillés et beaucoup moins matures. C'est ce que je vais vous montrer ici. Par contre, il y a un potentiel qui est non négligeable. Les questions qui se posent, qui sont issues aussi de cette étude, c'est toujours intéressant, parce que c'est voir que finalement, on va retrouver les mêmes grandes questions un petit peu partout, notamment autour, je vous ai montré, de tous les procédés de fabrication, toutes ces machines qui sont en évolution, on va dire, permanente, et surtout aujourd'hui, par exemple, sur du couplage aussi de machines. Pourquoi pas faire des technologies qui vont finalement faire durcir de la résine, avec des technologies qui vont déposer des fibres, avec des technologies... Enfin bon, vous avez énormément de choses que vous pouvez hybrider et qui sont aujourd'hui, je sais pas, le MIT dont on parle à Boston arrive à imprimer aujourd'hui jusqu'à 10 matières sur une même machine. Donc ça commence à impressionner un petit peu. Beaucoup de choses sur les semi-produits qui vont être à transformer, les poudres. On parlera nous aussi de problématiques sur des technologies fil ou bandes. Et puis on retrouvera systématiquement les problématiques aujourd'hui de la chaîne numérique qui sont des technologies en évolution très très rapide pour répondre finalement aux possibilités aujourd'hui de ces nouvelles
nouvelles technologies de fabrication. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis derrière, il y a bien sûr des problématiques de contrôle, de suivi, de qualité, de traitement de surface, et après de sécurité. Enfin bon, il y a énormément d'autres questions, mais parmi les grandes questions, on va dire, c'est effectivement les machines et puis la chaîne numérique, sachant qu'encore une fois, et c'est un des grands avantages des technologies de fabrication additive, c'est de passer très très rapidement de l'un à l'autre. En Bretagne, alors encore une fois, même si on ne ressort pas sur la carte nationale, il y a bien sûr des centres techniques. Ici, une étude faite par BDI avec une carte interactive et évolutive des compétences hors Fab Lab qui existent. Donc il y a effectivement des centres avec différentes compétences. Vous pouvez cliquer dessus, aller voir ce que proposent en termes de machines, de savoir-faire, de logiciels, l'ensemble de ces structures. Et si jamais vous n'êtes pas repéré, si vous avez une structure plus récente, effectivement, envoyez un mail pour vous faire repérer. Ça permet aux gens d'aller rapidement voir ce qui existe et de trouver en fait les compétences qui vous sont nécessaires. Alors les technologies de fabrication additive composite, je vous propose un petit focus sur ces technologies et de voir un peu quelles sont leurs limitations aujourd'hui. Alors en voilà trois grandes, je dirais, dont vous allez entendre parler, notamment de celle-ci. Alors ça, c'est la technologie, je dirais, traditionnelle, même si ici, elle est en grand volume et avec une vision un peu industrielle des choses. C'est ce que vous pouvez voir comme technique dite par dépose de fils fondus dans tous les Fab Labs, et même peut-être vous en avez chez vous. Voilà, on fait fondre un fil et puis on vient le déposer et ça va vous donner une pièce au final. Dans lesquels on peut aussi mettre effectivement des fibres et on peut commencer à renforcer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consommables qui sont proposés avec de la fibre très courte, en gros inférieure à 1 mm. Pour ceux qui voient ce que ça peut donner, c'est quasiment de la poudrette de fibre. Ça va renforcer, on le verra, mais ça ne va pas effectivement vous donner les performances d'un composite structurel tel que vous pouvez l'imaginer. De l'autre côté ou en milieu, une machine qui vient d'apparaître, certains d'entre vous l'ont aussi, même dans certains teams de course, vous imprimez du plastique et vous imprimez de la fibre continue. De l'autre côté, vous allez faire du renfort local. Extrêmement intéressant comme technologie. Et je pense que c'est des technologies qui sont promises à un bel avenir. Une société Markforged qui a pris beaucoup de brevets sur ce genre de technologie, mais assez fascinante. Et puis les technologies dites AFP ou placement de fibres, la société Coriolis vous en parlera un petit peu après. Bon, avec ça, vous faites un panorama du composite qui balaie depuis la fibre longue, la fibre courte, le mix plastique-composite, ce que vous voulez faire. La grande pièce, la petite pièce. Alors, ces technologies partent systématiquement et si on part en fait des consommables, aujourd'hui, vous avez du liquide, de la poudre et du filament, pour faire simple. Alors, il y a toujours qui vont me dire qu'il y a encore des choses intermédiaires qui existent, bien sûr, mais pour faire des grandes familles, on peut imprimer à partir de liquide. Beaucoup de choses très intéressantes qui sont en préparation sur de la photopolymérisation. Aujourd'hui, on trouve des machines pas très très chères, mais qui font encore de la petite pièce, pas renforcée, pas du composite. Demain, il y a aujourd'hui des choses en préparation pour aller photopolymériser au travers de plaques composites de fibres, potentiellement même de fibres de carbone, sur des épaisseurs de plusieurs centimètres. Ça va sortir, c'est extrêmement intéressant. Les poudres, là sur la partie métallique, vous en entendrez parler, bien sûr, beaucoup de parties métalliques viennent de la partie poudre, mais la partie métallique peut aussi se faire aujourd'hui en fil, et il y a des choses extrêmement intéressantes sur la dépose de fils métalliques. Sur ce qu'on utilise aujourd'hui, ou classiquement ce que vous pouvez voir, on repart de la dépose de fil fondu. Encore une fois, c'est un fil, un consommable, qui est enroulé en fait autour d'une bobine et que vous allez faire fondre dans un petit extrudeur et qui va déposer votre matière. Et puis derrière, des technologies beaucoup plus industrielles qui permettent de faire des grandes pièces. Vous entendrez parler de l'AFP et puis on n'oublie pas aussi le TPT qui est une version plus dépose de grandes bandes et qui permet effectivement d'automatiser les systèmes de fabrication composite. Donc voilà, si on reprend un item, je dirais, à partir du consommable de départ, finalement, le produit que vous allez mettre dans la machine, on peut avoir cette classification. Donc là, moi, je vais rester sur cette partie-là, et vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses à en dire. Alors, le système, encore une fois, le plus classique, celui dont je vous ai parlé, un système de bobine qui se dévide, qui vient dans un extrudeur avec un petit moteur et qui vient pousser en fait une matière qui va fondre. Et puis vous allez déposer des strates, comme vous voyez ici sur cette machine. Alors, il y a énormément d'avantages.
on ne va pas tous les citer, mais voilà, vous avez une bobine, c'est facile à stocker, facile à ranger, enfin, il y a plein de choses. C'est une technologie qui, parmi les technologies, peut être relativement rapide, tout dépend de la quantité de matière que vous allez déposer avec la taille de votre buse. Enfin bon, voilà, il y a plein d'avantages sur ces technos. Et par contre, il y a effectivement des problématiques. Et parmi ces problématiques, c'est la résistance mécanique. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont imprimé des pièces ont toutes, à mon sens, été déçues une fois qu'elles ont commencé à maltraiter un petit peu les pièces, de voir que, et notamment dans un sens particulier, ben, vous allez avoir, parce que vous avez une anisotropie des pièces que vous imprimez, vous allez avoir une résistance relativement faible. Donc la résistance mécanique, aujourd'hui, est un souci majeur. Dans les autres soucis, vous avez des problèmes d'aspect. Souvent, on imprime des pièces, puis on n'est pas très très content de l'aspect de surface. Donc, ça va demander du retraitement de surface, ponçage ou ce que vous voulez. Et puis des porosités internes, et on en reparlera. C'est-à-dire qu'il va falloir concevoir les pièces en tenant compte en fait de cette porosité, ou comme dirait un collègue, de ces singularités de fabrication qui sont liées en fait à ces technologies de fabrication additive et notamment à cette impression 3D par fil fondu. Alors, voilà typiquement les problématiques d'anisotropie qu'on va rencontrer. C'est finalement la façon dont vous allez imprimer ici des petites éprouvettes de traction qui sont juste sollicitées en fait en traction simple. Si vous imprimez à 0 degré, et si vous comparez une éprouvette qui va être injectée, l'injection étant un procédé très très bien maîtrisé et qui permet d'obtenir des éprouvettes extrêmement bien, vous allez obtenir à peu près les mêmes propriétés. Donc en imprimant à 0 degré, vous êtes très bien. Et puis dès que vous allez changer un petit peu les angles de passage de votre buse d'impression, vous allez dériver de votre propriété mécanique, entre guillemets, idéale de votre matériau. Donc ça fait partie des choses avec lesquelles il va falloir traiter. Alors encore une fois, c'est des technologies qui ne sont pas, à mon sens, tout à fait matures. Aujourd'hui, les plastiques qui sont les matrices, en fait, la colle, si vous voulez, qui va permettre de tenir ce genre d'assemblage, n'ont pas été spécialement faits par les grands pétrolier, on va dire les choses comme ça, de manière spécifique à l'impression 3D, et c'est en train d'évoluer. Donc on peut tout à fait imaginer demain avoir des choses qui se rapprochent ici en termes de propriété, quel que soit le sens d'impression. Donc ça c'est en cours, je vous parle bien encore une fois de systèmes qui sont en cours d'évolution. Alors là, vous le voyez, typiquement des matériaux différents, peu importe, on ne va pas rentrer dans la typologie de matière plastique. Tant que vous sollicitez simplement en rigidité dans le domaine élastique, vous êtes à peu près à des performances mécaniques similaires que vous compariez à des pièces injectées en référence en rouge et les pièces que vous imprimez. Donc, tant que vous sollicitez, on va dire, gentiment votre système, ça répond à peu près de la même façon par rapport à une référence. Mais par contre, dès que vous êtes un peu plus violent, un peu plus méchant, que vous sortez du domaine élastique, et là, vous voyez que vous allez rompre très très rapidement. Là, finalement, c'est la porosité, c'est les défauts de votre matière qui vont parler très très rapidement dans votre système dès que vous êtes proche ou pas très très loin de votre rupture. Donc ça pose un problème, effectivement, sur ce genre de système. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, comme ce qu'on fait dans le domaine du composite, on va renforcer. On a à disposition plein de fibres de compositions différentes, des fibres de carbone, des fibres de verre, de Kevlar, enfin ce que vous voulez. Et puis vous avez différentes tailles. Et les tailles, finalement, vont vous obliger à passer par des procédés plus ou moins différents. Alors, tant que vous êtes dans des fibres courtes, vous allez pouvoir passer dans la fameuse buse d'impression que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, jusqu'à 1 mm, vous pouvez imprimer comme si vous imprimiez du plastique seul. Donc, ça va renforcer. C'est ce que je vais vous montrer là. Vous allez passer, par exemple, pour un plastique, peu importe, ici un polypropylène, d'un module de 1500, vous allez pouvoir monter avec un choix, merci Clément pour le travail qu'il a fait, à 40%, ici vous allez monter à plus de 7000 de modules. Donc on va dire on fait un gain de propriété mécanique qui est assez significatif. C'est intéressant. Par contre, encore une fois, dès que vous sollicitez la pièce en dehors du domaine élastique, elle va rompre à peu près de la même façon qu'une pièce en plastique seul. Donc vous renforcez, mais vous renforcez dans une certaine limite. Par contre, et ça fait partie des évolutions qui sont relativement récentes, si vous commencez à réfléchir à votre pièce avec un renfort local, en fibre continue cette fois-ci, mais vous allez largement améliorer les propriétés. Et cette fois-ci, vous commencez à imprimer des pièces de très haute performance. C'est cette machine, vendue par une société américaine, Markforged, ici, et qui va vous permettre de positionner là où vous le souhaitez dans votre pièce. Vous voyez des exemples ici, là où vous savez que vous avez des chargements particuliers. Vous allez venir positionner des fibres continues à cet endroit-là pour renforcer votre pièce localement. Et ça devient extrêmement intelligent. Les logiciels associés à la fabrication sont extrêmement bien faits et ça vous permet, par exemple ici, d'aller concurrencer ou d'aller en tout cas se retrouver dans des caractéristiques assez proches de l'aluminium, là où vous voyez que les plastiques
non renforcés sont extrêmement loin. Donc ça fait partie effectivement de développements récents et extrêmement intéressants et qui, je pense, doivent continuer pour voilà, des machines qui seront capables. Aujourd'hui, on imprime finalement en 2D et puis on monte d'une étape, ce n'est pas du vrai 3D. Il faudra aussi réfléchir effectivement à imprimer en 3D avec ce type de système. Ce n'est pas aujourd'hui fait. Voilà, par exemple, typiquement des trajectoires qui sont définies pour aller mettre de la fibre continue là où on le souhaite, dans une éprouvette. Et vous voyez que les augmentations, encore une fois, de performance sont très, très significatives sur ce genre de système. On est limité en taille. C'est encore des plateaux d'impression de 20 à 30 cm. Ça reste encore relativement limité. Mais encore une fois, ce sont des technologies extrêmement récentes. Alors après, effectivement, quand on passe sur les grandes pièces, et là vous allez en entendre parler, on a des technologies robotisées. Et on a, je pense, ici un des champions de la robotisation de la dépose de composites à base de technologie AFP, et qui permet, voilà, avec des systèmes robotisés, avec des têtes de dépose, avec des systèmes de chauffe extrêmement bien pensés, d'aller déposer du composite fibre continue comme vous le souhaitez, et puis avec effectivement par contre des tailles de tête et des investissements en machines qui sont relativement conséquents et qui permettent de faire de très très belles choses aujourd'hui dans certains domaines. Le domaine de l'aéro, c'est le domaine, je dirais, d'origine pour la société Coriolis, mais aussi, vous le verrez, des applications dans le domaine du nautisme. Alors, pour en finir, quelques mots sur la chaîne numérique de conception. Aujourd'hui, vous avez... dans le bon sens. Si je reprends l'impression 3D, pour partir de choses vraiment simples, vous avez tous les logiciels qui vous permettent de faire de la CAO. Chacun d'entre vous, je pense, en tout cas, en connaît quelques-uns. Alors, ça part depuis des trucs, je dirais, très utilisables par tout un chacun, SketchUp ici, jusqu'à du CATIA, qui est plutôt du domaine très, très industriel, et puis plein d'autres choses en open source aujourd'hui. Vous allez faire un dessin, et finalement, vous allez sortir ce dessin 3D en un fichier STL. Donc ça, toutes les options d'exportation sont inclus finalement, quel que soit le logiciel. SolidWorks, juste pour savoir, c'est quand même utilisé aujourd'hui, je crois en 4e ou en 3e, par quasiment tous les jeunes au collège. Donc on a des jeunes qui sont bien formés sur ces outils-là. Et puis on passe directement après, quand on veut imprimer, à un logiciel qui va être un logiciel de contrôle-commande en fait, de votre imprimante 3D, et qui va en fait découper, slicer comme on dit, découper en tranches, saucissonner votre fichier STL pour en faire des coupes et qui vont se succéder en hauteur pour faire votre pièce en 3D. Voilà ce qu'il y a aussi, pas mal de choses qui existent encore une fois en open source ou liées finalement à un fabricant de machines. Donc toute cette chaîne-là, je dirais, existe, hein, le fichier CAO, le fichier STL et le G-code, jusqu'à piloter votre machine. Et ça, aujourd'hui, vous allez chercher des pièces, si vous ne savez pas dessiner, vous allez chercher des pièces sur des logiciels. D'ailleurs, problème sur ce qui est la copie ou la propriété intellectuelle demain sur les pièces, et vous l'imprimez directement. Ça, c'est extrêmement simple. Par contre, ce qui manque aujourd'hui cruellement, et tout le monde en est conscient dans les éditeurs de logiciels qui sont là, c'est une capacité à prédire en fait les propriétés de votre pièce. Aujourd'hui, vous faites une pièce, mais qui ne va pas avoir de propriété en dehors du fait d'être assez fidèle finalement au modèle dimensionnel que vous voulez imprimer. Par contre, les propriétés mécaniques, on n'en parle pas dans cette suite actuelle. Et là, il y a effectivement des logiciels d'optimisation qui sont à réfléchir. Alors, je sais que Carole avait demandé à la société. Alors, pourquoi ? Parce que, typiquement, on a des porosités. Alors, rassurez-vous, ne criez pas ici. On a fait exprès d'essayer de générer des porosités un peu extrêmes pour qu'on les voit bien. Mais voilà, par des technologies de dépose, voilà ce que vous allez générer. Après, il y a des stratégies pour limiter ce type de singularité ou de défaut dans les pièces. Mais, encore une fois, aujourd'hui, ça se fait simplement par essai-erreur, par vos retours d'expérience, par votre savoir-faire dans chaque structure. Vous n'avez pas réellement de logiciel aujourd'hui pour vous aider sur ce genre de choses. Alors, des sociétés, typiquement MSC Software, Xstream, Digimat, pour ceux qui connaissent, devaient venir, et ça aurait été intéressant parce que je pense que ce sont les plus avancés dans cette... Oui ? Ah, vous êtes là ? D'accord. Bon. Alors j'ai repris des transparences. Effectivement, je ne savais pas s'il y aurait une intervention ou pas, mais je trouve que l'approche est extrêmement intelligente, et bien sûr d'autres y travaillent aussi. C'est effectivement se dire que de toute façon, ces singularités liées à la fabrication, vous les aurez de toujours, même si on arrive encore une fois à les limiter. Autant les décrire, autant les prendre, et autant concevoir la pièce
avec ses singularités, avec ses obligations finalement de réalisation. Ici, vous avez voilà, une partie interne qui ne va pas être réalisée de la même façon que la partie plus dense que vous avez à l'extérieur de votre pièce. Vous allégez finalement votre pièce comme vous le souhaitez. Ça, c'est ce qui vous est proposé classiquement sur des machines d'impression 3D. Par contre, vous allez générer de toute façon des singularités. Vous allez mettre ou pas des charges, encore une fois, des fibres potentiellement pour renforcer votre système. Et c'est en décrivant parfaitement la résultante, le volume représentatif en fait, de votre pièce que vous allez pouvoir concevoir au mieux votre pièce en fonction des propriétés que vous souhaitez avoir. Donc deuxième transparent, bah, c'est ça, c'est dire finalement on sait bien qu'on a tout ça qui va dériver finalement de votre impression 3D, toutes ces propriétés un petit peu particulières, ces structures un petit peu particulières. Par contre, si je sais bien les décrire, je vais pouvoir les mettre en fait dans un modèle de type élément fini, et à partir de ce type-là, je vais pouvoir effectivement dimensionner ma pièce, ici par exemple avec des nervures, avec un certain nombre de surépaisseurs, avec le sens de fabrication, avec tout ce que vous voulez qui va bien pour que vous ayez effectivement optimisé une pièce dans son comportement. Donc ça, ce sont des stratégies aujourd'hui qui sont développées, donc MSC, à mon sens, dans ce que j'ai vu, est le plus avancé dans ce genre d'approche, mais effectivement beaucoup d'autres s'y lancent. Ça manque encore un petit peu dans la partie impression 3D, et notamment plastique. Je sais que dans la partie métallique, c'est aussi un petit peu plus avancé. Mais effectivement, il y a énormément de choses à faire dans cette partie de la chaîne numérique pour introduire aussi effectivement, les problématiques liées à la structure résultante des process de fabrication, puisqu'on est bien sur des procédés de fabrication, pour essayer d'en déduire au mieux les propriétés et d'optimiser vos pièces. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour faire finalement cette introduction. Je pense que sur l'aspect plus précis, plus pointu, vous aurez toutes les présentations suivantes. Et puis, je suis à votre disposition s'il y a quelques questions. Merci Yves, on peut l'applaudir. Vous venez vous installer ici? Juste là. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oh, là, c'est moi, en fait. Ouais, je suis désolé. C'est ce que m'a dit la production de New York. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une petite seconde, on va vous transmettre un micro. Merci, bonjour. Thierry Simon, Société PTC. Vous avez beaucoup parlé de porosité sur la technologie FDM. Est-ce qu'on a des problématiques identiques sur du SLS, sur de l'impression de polyamide par exemple, ou est-ce qu'on a une meilleure cohésion? Voilà. Il y a moins de porosité par les technologies effectivement de frittage. Il y en a toujours un petit peu. Ça reste effectivement quelque chose qui est là, mais pas effectivement à ce degré-là. Donc effectivement, oui. D'autres techniques. Et si vous allez sur, j'ai mis des techniques sur la photopolymérisation ou autre, vous pouvez avoir quasiment zéro porosité. Donc encore une fois, c'est très très lié effectivement aux matériaux et puis à la technologie de fabrication. Donc là, effectivement, la porosité n'est pas, je dirais, une obligation dans le cas des polymères ou des composites. On peut avoir des technos qui s'en affranchissent à peu près, quasiment. Mais effectivement, dans la technologie FDM, les technologies finalement les plus rustiques, celles que je vous ai présentées ici, oui, on aura à traiter avec. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là-haut. Bonjour, Archibald Poisson, Société BCRX. Ma question, c'est par rapport en fait aux porosités. Est-ce qu'en fonction des technologies, on est capable de prédire plus ou moins le pourcentage qu'on va avoir de porosité? Alors, c'est un petit peu ce que je disais à la fin, et je pense que c'est les challenges pour les éditeurs de logiciels, c'est aujourd'hui d'essayer de prévoir en fonction de paramètres d'impression, pour ceux qui ont utilisé même des imprimantes les plus simples, vous voyez que le nombre de paramètres, le nombre de combinaisons entre les typologies de matériaux, les températures, les gaps d'impression, enfin tout ce que vous pouvez mettre aujourd'hui va vous générer finalement des porosités assez différentes à la fin. Donc on va essayer effectivement, tant que faire se peut, de diminuer la porosité, on sait que c'est quand même un ennemi par rapport au comportement. Et voilà, donc là aujourd'hui, je pense que pour ce qui est des éditeurs de logiciels, c'est essayer de prévoir en fonction de paramètres, encore une fois, de fabrication, de paramètres d'impression ici, de prévoir quel est le taux de porosité et comment finalement on va essayer de jouer en positionnant cette porosité dans l'orientation qui est la moins défavorable. Finalement, je pense que le challenge, il est là, encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'ai une question un peu plus macro, un peu moins technique, un peu plus macro.
C'est une journée qui est dédiée à l'usage de ces technologies-là dans le monde de la course au large. Quel est le secteur aujourd'hui qui a le plus recours à cette technologie et qui est le plus mature, comme l'expression que vous avez utilisée dans tous les secteurs industriels que vous voyez défiler à Compositique? Quel est celui qui est le plus en avance? Alors, par rapport au nautisme, dans le... Non, en général, et puis après, oui, après on va descendre sur le nautisme. En général, je pense que les secteurs les plus matures aujourd'hui, je pense que c'est l'aéronautique qui est clairement en avance, et sur des technos effectivement de type métallique, c'est clairement là qu'ils ont investi le plus. En ayant dépassé le stade du prototypage. Oui, là, il y a de la production industrielle. On est sur de la production industrielle, donc ça c'est vraiment intéressant. Ça prouve aussi qu'il y a une crédibilité. Quand vous connaissez les processus de qualification, certification dans ces domaines, on voit que ça a été très très sérieux et que c'est faisable. Après, effectivement, il y a d'autres secteurs qui regardent ça de très près. Voilà, l'automobile, on va venir juste après. Voilà, on va le voir après. S'y intéresse énormément. Et effectivement, je pense que tous ceux qui ont affaire à la course au large aujourd'hui s'intéressent de près ou de loin à ces technologies. Ne serait-ce que parce qu'elles peuvent amener dans la capacité, encore une fois, à passer de la conception, c'est-à-dire du numérique, à une pièce réelle. Même si demain, on ne produit pas forcément aujourd'hui avec ce genre de techno. Mais on voit bien ce que ça amène à la fois dans un mode de raisonnement, demain aussi, potentiellement, dans certains bateaux, pourquoi pas emmener des imprimantes 3D, certains l'ont fait, donc il y a des idées de ce type-là, et puis il y a toutes les idées effectivement de production, et ça je vous aurai des présentations juste après. Alors on en a juste après. Vous voyez beaucoup d'équipes ou de gens du monde de la course au large défiler à Compositique? Oui. Oui, clairement. Et voilà, merci, c'est tout. On n'aura pas de nom, pas de son, pas d'image. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ils nous posent des questions compliquées, c'est bien. Donc oui, sur du multimatériau, voilà, sur des façons de fabriquer, sur des combinaisons, sur des problèmes. Donc non, c'est vraiment, je dirais, c'est un des énormes avantages de la course au large par rapport à ce que je peux voir dans l'aéronautique, c'est cette capacité à expérimenter sans, encore une fois, passer dans des phases très longues de certification et autres. On a une capacité, voilà, à avoir un domaine dans lequel une bonne idée peut se traduire en une pièce et la pièce peut se remonter sur un bateau très rapidement. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et il faut vraiment qu'on continue à l'exploiter sur ce territoire. Et là, on a vraiment une technologie qui est faite pour l'expérimentation, en fait. C'est vraiment l'usage principal. Oui, tout à fait. Ouais, non, on a vraiment une technologie qui est tout à fait là pour ça. Et voilà, je sais très bien que beaucoup sont prêts à expérimenter très rapidement. C'est parfait. Une dernière question macro. Jusqu'où on peut aller en termes de taille de pièce, en termes d'inventivité? Je parle toujours pour le monde de la course. Alors, je pense qu'il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, vous le verrez, même si aujourd'hui, vous verrez des technologies robotisées qui permettent de fabriquer plutôt des matériaux de très très haute performance, mais on peut aussi imaginer imprimer simplement avec des robots. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de limite quasiment de taille, si ce n'est la taille du bras du robot et puis le rail sur lequel vous allez mettre ce robot. Donc, pas de limite. On parlait d'une impression d'une maison qui a eu lieu à Nantes il y a quelques semaines. Et donc, on n'a plus de limite de taille. Par contre, on a des limites de performance. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, je vous laisse imaginer tout ce que vous allez pouvoir en faire. Merci beaucoup, Yves. On peut vous applaudir encore une fois.